Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Si je peux avoir quelques petits oui, dans le chat à droite, ce serait, vraiment parfait. Parfait, merci beaucoup. Donc je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire consacré aux indicateurs environnementaux de la BDESE. Donc on est ensemble pour, 45 minutes. Tout le temps du webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions, dans le chat. On aura du temps à la fin, pour, y répondre. Petit point logistique, donc le support sera téléchargeable en fin de webinaire et il y a aussi un replay, de ce webinaire-là. Donc je vais d'abord commencer par un bref rappel sur, le rôle du CSE en santé, sécurité et en environnement et ensuite on en viendra au cœur du webinaire, c'est-à-dire les indicateurs environnementaux de la BDESE en détaillant, chacune des sous-rubriques. Je me présente rapidement, je suis Clémence Cendrieux, je suis responsable de la rédaction marché HSE au sein du pôle édition du groupe Lefebvre Dalloz. Donc groupe qui a aussi un pôle, formation et un pôle, logiciel que vous devez connaître puisqu'on propose notamment un logiciel pour gérer la BDSE, justement. Donc comme je me suis présentée, mais que je ne sais pas à qui, je parle, je vais lancer un petit sondage, pour savoir qui vous êtes et surtout votre, fonction pour que je puisse adapter un petit peu, mon discours. Donc normalement, dans l'onglet sondage, vous devriez en voir un, ouvert. Je vais le laisser tourner, quelques minutes, le temps de l'introduction et je fermerai les votes, dans quelques instants. Donc c'est parti. Un petit rappel sur, le CSE et son rôle en santé sécurité au travail, parce que j'aime bien lier, les 2 thématiques, santé sécurité et environnement. Donc dans le secteur privé, depuis quelques années, on a maintenant une instance unique de représentation du personnel, mais ce n'est pas pour autant que l'enjeu de santé au travail a disparu du dialogue social, bien au contraire, puisque dans les missions du CSE, il y a vraiment la promotion de la santé et la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise. Et à cela, la loi du 2 août 2021, donc loi pour renforcer la prévention en santé au travail, est venue renforcer en fait le rôle du CSE, notamment par rapport au document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, depuis toujours, le CSE doit être consulté pour avis sur ce document unique et ses mises à jour. Mais la loi du 2 août 2021 est venue dire que le CSE et sa commission santé, sécurité, conditions de travail apportent leur contribution à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise. Donc les élus sont vraiment des acteurs, donc ça veut dire qu'il faut les intégrer dans le groupe de travail quand vous mettez à jour le document unique. Document qui, comme vous le savez, a pour objectif, certes, d'évaluer les risques, mais sa véritable finalité, c'est de déboucher sur un plan d'action de prévention. Et donc, ce plan doit aussi être présenté, aux élus. Donc pour les petites structures de moins de 50 personnes, c'est une liste d'actions de prévention qui découle du document unique qui doit être présenté aux élus. Et pour les plus grandes structures de plus de 50 salariés, c'est ce qu'on appelle le PAPRIPACT, qui correspond au programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Et donc je vous rappelle que le contenu de ce PAPRIPACT a été détaillé donc dans la fameuse loi du 2 août 2021. Pour l'environnement, c'est aussi une loi de l'été 2021 qui est venue donner de nouvelles attributions, au CSE en matière environnementale. Donc en effet, les élus, ils ont maintenant, aujourd'hui, dans leur mission, d'assurer l'expression collective des salariés par rapport à un certain nombre de sujets et notamment les conséquences environnementales des activités de l'entreprise. Donc en pratique, comment ça se transcrit? Notamment au travers des consultations, obligatoires récurrentes, donc les 3 grandes consultations. Au cours de ces consultations, l'employeur doit informer les élus des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise et notamment, sur, la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Par exemple, si une entreprise décide, de s'approvisionner, non plus en Europe, mais en Asie du Sud-Est, qu'est-ce que ça veut dire au niveau environnemental? Donc on va penser au transport évidemment, mais il y a aussi l'approvisionnement des matières. Est-ce que la conformité, à REACH est bien respectée, par exemple? Est-ce que l'approvisionnement est durable? Enfin, il peut y avoir plein d'enjeux environnementaux et donc de conséquences environnementales de cette décision.
plus proche de nous, si une entreprise en France, par exemple, décide d'agrandir un entrepôt, logistique, là aussi, il y a des enjeux environnementaux. Quelle sera, la consommation énergétique de ce futur bâtiment? Quelles seront les conditions de travail, à l'intérieur, en termes de température, en termes, d'ergonomie? L'idée d'avoir aussi une instance unique de représentation du personnel, c'est que, justement, il y a l'opportunité de voir tous les enjeux à la fois quand il y a une décision stratégique, que ce soit les enjeux environnementaux, les enjeux de conditions de travail, santé au travail, et cetera. Donc ça, c'est le cas pour, les consultations, récurrentes obligatoires et les conséquences environnementales doivent aussi être abordées lors des consultations ponctuelles. Et le sujet du jour, donc c'est bien la BDES qui est devenue BDESE, donc pour base de données économiques, sociales et environnementales, donc le dernier E, et qui doit maintenant inclure des indicateurs environnementaux, dont le contenu a été précisé par un décret de avril dernier. Donc voilà pour l'introduction et je vais en profiter pour, clore le sondage. Hop, qui est où? Mmh. Clore le sondage, arrêter les votes. Fermer les votes. Voilà. Donc je vois que parmi vous, il y a une grande majorité de professionnels des ressources humaines, quasiment 60, 13 d'experts comptables, très peu d'élus et d'autres personnes. Bon, bah, je vous re-souhaite, la bienvenue à tous et donc je vais quand même m'adresser à vous comme si vous étiez plutôt, côté employeur, RH. OK. Donc les indicateurs environnementaux de la BDESE, comment, les remplir? Il faut déjà déterminer la situation de votre entreprise, par rapport à une condition, c'est est-ce que votre entreprise est soumise à la DPEF ou pas? Dans le texte, il y a d'autres, sous-rubriques, notamment par rapport à l'effectif. Est-ce que l'effectif est de plus ou moins 300 salariés? Mais en fait, les indicateurs, sont les mêmes, dans la gauche de la diapo. Donc la vraie question, c'est est-ce que vous êtes soumis à la DPEF ou non? Et d'ailleurs, bah, voilà, je vais vous poser la question avec un autre petit sondage, comme ça me permettra aussi, d'adapter mon discours. Voilà, vous devez avoir un deuxième sondage qui vient de s'ouvrir et donc pendant ce temps, je vous fais un petit rappel, peut-être pas forcément nécessaire parce que donc moi je suis ingénieure HSE de formation et je vois que vous êtes beaucoup RH donc tout ce qui est droit social, vous connaissez, mieux que moi. Le petit rappel, c'est que, les indicateurs de la BDESE, peuvent être, négociés, par accord, d'entreprise. Donc c'est aussi le cas de ces indicateurs environnementaux. Mais attention, c'est seulement, le contenu et la place de ces indicateurs qui sont négociables. Le fait de traiter ces enjeux et de traiter, les thématiques des sous-rubriques, ça reste bien, obligatoire. Hop. Donc j'ai parlé de la DPEF, un bref, rappel de ce que c'est et de qui ça concerne. Donc ça concerne uniquement, les grandes entreprises, donc principalement les sociétés anonymes, lorsqu'il y a certains seuils de chiffre d'affaires et d'effectifs qui sont dépassés, donc vous les voyez sur la diapo. L'objectif de cette DPEF, c'est en fait de bien comprendre comment, les principes de RSE sont intégrés dans la stratégie et les métiers, de l'entreprise. Donc qui dit RSE dit les enjeux suivants, donc enjeux sociaux, environnementaux, lutte contre la corruption et tout ce qui concerne les droits humains et donc cette DPEF doit, adresser ces enjeux-là selon une logique. Quelle est la politique de l'entreprise? Quels sont les plans d'action qui ont été mis en place? Avec quels résultats? Selon quels indicateurs? Donc c'est vraiment la description, du modèle, d'affaires par rapport à ces enjeux-là et par rapport à ces enjeux, il faut qu'il y ait eu une analyse de risque et bien sûr la description de quelle procédure pour diminuer ces risques a été mise en place. Donc voilà, très rapidement sur la DPEF. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, dans le chat. Donc sur cette diapo, vous pourrez retrouver, bah, quand vous aurez le support, la vision globale, des indicateurs environnementaux. Donc que vous soyez soumis ou non à la DPEF, donc ce sont les 2 colonnes et vous voyez qu'il y a 3 sous-rubriques, qu'on va détailler ensemble. Donc politique générale en matière environnementale, économie circulaire et changement climatique. Hop, j'en profite pour clore mon deuxième petit sondage sur est-ce que vous êtes soumis ou non à la DPEF. Donc l'immense majorité d'entre vous, 70 non. OK, très bien.
et quand même, 12 oui et 16 ne sait pas. Donc de toute façon, hein, je vais traiter, les 2 cas, mais je vois qu'effectivement la plupart d'entre vous, vous êtes soumis. Hop, je ferme les votes. Donc la première sous-rubrique, c'est celle qui concerne la politique environnementale ou politique générale en matière environnementale. Donc là, j'ai commencé par l'indicateur pour les entreprises qui ne sont pas soumises, à la DPEF. Donc là, il s'agit de décrire l'organisation de l'entreprise qui est mise en place pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnement. Donc si je reprends la phrase, par la fin, parce que c'est plus simple, si votre entreprise est certifiée selon un système de management environnemental type ISO 14001, bon, bah, c'est ça, l'information. C'est voilà, l'entreprise est certifiée. Vous pouvez transmettre la politique environnementale qui est obligatoire dans le cadre de l'ISO. Vous pouvez aussi mettre le résultat du dernier audit avec éventuellement les non-conformités et le plan d'action correctif. Vous pouvez aussi transmettre, d'autres documents obligatoires comme l'analyse environnementale. Mais en gros, la façon dont vous gérez les questions environnementales, c'est selon ce système de management environnemental pour lequel vous avez une certification par une tierce partie. Si l'entreprise n'est pas certifiée, bah, la finalité de l'indicateur, reste le même. Donc on peut prendre un petit peu, ce qui est obligatoire dans l'ISO et notamment, c'est bien de définir une politique environnementale, c'est-à-dire d'avoir un engagement, de la direction. Donc là, j'attire votre attention, une politique environnementale, ça ne doit pas du tout être quelque chose de standard, ou de bateau. Là, je vous ai mis, en gros les exigences de la norme, mais qui restent en fait, des bonnes pratiques. Une politique environnementale, elle doit vraiment être adaptée à l'entreprise, à sa stratégie, à son secteur d'activité, à son contexte, à sa taille et elle doit être en cohérence avec les impacts et les aspects environnementaux. Ceux-ci sont d'ailleurs, définis dans ce qu'on appelle une analyse environnementale, j'y reviendrai. Donc cette politique, c'est vraiment le cadre qui va permettre de déterminer des objectifs. Donc ces objectifs, bah, vous pouvez aussi, les transmettre dans le cadre de cet indicateur. Si vous les co-construisez avec des salariés, notamment les élus, bah, c'est toujours, plus efficace. Vous pouvez avoir des objectifs à court, moyen, long terme. Comme tout objectif de tout domaine, s'ils sont smart, c'est très bien et donc ces objectifs, évidemment, ils doivent déboucher sur un plan d'action. Donc là, c'est pareil, en fait, votre politique, vos objectifs et votre plan d'action, ça va être la manière dont l'entreprise prend en compte les questions environnementales, dans son activité. Donc j'ai parlé de l'ISO 14001 comme si tout le monde savait ce que c'était. Donc au cas où, il s'agit donc d'une norme internationale, norme ISO, d'application volontaire qui donne vraiment une liste d'exigences dans la mise en place d'un système de management environnemental. Donc, dans le cadre sur la diapo, je vous ai mis les avantages selon l'ISO à aller vers ce type de démarche et surtout à aller vers une certification. Mais ce n'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez suivre l'ISO 14001 comme un guide de bonne pratique sans forcément aller jusqu'à la certification. En général, les entreprises qui vont jusque-là, c'est celles qui ont besoin de prouver d'une certaine manière ce qu'elles font par rapport à des parties prenantes, clients, fournisseurs, actionnaires, etc. Évidemment, sur, les démarches en santé, sécurité au travail, il existe aussi, des normes, des systèmes de management. Le pendant de la 14001, c'est la 45001 pour tout ce qui est santé, sécurité au travail et il existe aussi le référentiel MAS que personnellement j'aime beaucoup parce qu'il est très, concret et terrain. Voilà pour la parenthèse, sur, l'ISO, 14001. Autre petite parenthèse, est-ce que j'ai mentionné, l'analyse environnementale? Qui est quasiment obligatoire, dans la norme ISO 14001. En fait, ce qui est c'est de déterminer ses aspects environnementaux, ceux qu'elle maîtrise et ceux sur lesquels elle a les moyens d'avoir une influence, ainsi que les impacts environnementaux associés. Mais en pratique, en gros, ça revient à faire une analyse environnementale. Et donc, c'est cette analyse qui est une sorte d'état des lieux environnemental initial qui va permettre de déterminer des objectifs d'amélioration pertinents, donc là où l'entreprise a des impacts environnementaux, avec évidemment un plan d'action. De façon générale, dans les aspects environnementaux qui doivent être regardés, il faut regarder, bah, le sujet du moment, c'est-à-dire, l'énergie, mais aussi la production de déchets, l'impact de l'entreprise sur l'air et évidemment, le changement climatique, l'eau, l'impact sur la biodiversité et cetera. Et en fait, on regarde généralement, les ressources qui sont utilisées par l'entreprise. Par exemple, si je prends l'eau, bah, est-ce que l'entreprise, va aller prendre de l'eau dans un milieu naturel pour ses processus? Et en amont,
Et en aval, est-ce que cette entreprise a des rejets, aqueux qui nécessitent d'être traités? Donc ça peut être ça, les impacts environnementaux, en amont, et en aval. Petite parenthèse dans la parenthèse, l'ISO 14001, en plus de cette analyse environnementale, elle impose aussi une évaluation de la conformité aux exigences légales. Donc là, on va retrouver, d'autres thématiques, notamment la réglementation ICPE, l'autorisation environnementale, et cetera. Hop, changement de slide. Donc ça, c'était pour les entreprises qui ne sont pas soumises à la DPEF et donc pour la majorité d'entre vous, le législateur a logiquement, allégé votre charge dans le sens où vous n'avez pas à refaire ce qui existe déjà. Donc là, il faut aller chercher les informations environnementales que vous avez déjà, dans la DPEF, qu'on va retrouver les mêmes thématiques, c'est-à-dire, bah, l'engagement, général de l'entreprise, donc sa politique générale en matière environnementale et ensuite ce que vous mettez en œuvre sur chaque, enjeu environnemental. Donc qu'est-ce que vous faites pour prévenir les pollutions? Qu'est-ce que vous faites sur la gestion des déchets, mais même sur la prévention des déchets et comment vous utilisez les ressources. Donc que ce soit les ressources en eau, les ressources en énergie, les matières premières, et cetera. On va retrouver la grande thématique du dérèglement climatique évidemment, donc qu'est-ce que vous faites, là-dessus? Et enfin, si vous avez des mesures en place pour préserver ou restaurer la biodiversité, ça fait partie, de, ces indicateurs qui sont déjà dans la DPEF. Donc voilà pour cette première sous-rubrique. Je regarde très rapidement s'il y a déjà des questions. Tac, tac, tac. La DPEF concerne-t-elle uniquement les entreprises de plus de 500 salariés? Oui. Si je reviens sur ma slide, hop, heu, sur ma slide qui était un peu avant. Ouais, tout à fait. Mmh, mmh, mmh. Et donc si vous n'êtes pas soumis à la DPEF, je vois qu'il y a une question sur: «Est-ce qu'on doit obligatoirement définir des objectifs ou peut-on mettre uniquement une politique?» Donc là, ça rejoint, ce que je disais. Après, vous pouvez y aller par étapes, évidemment. Vous pouvez très bien expliquer à vos élus que si c'est quelque chose de nouveau, pour votre entreprise, tous ces enjeux environnementaux, enfin la prise en compte de ces enjeux environnementaux, vous pouvez commencer par une politique qui est l'engagement de la direction, donc c'est vraiment le cadre. De toute façon, c'est le b.a-ba, hein, dans tout ce qui est, démarche santé, sécurité, environnement, heu, il y a eu des études qui montrent qu'en fait, ça marche quand, la direction, s'engage, vraiment et vraiment soutient et support de la démarche. Mais cette politique, elle peut pas s'arrêter là. Il faut forcément qu'elle soit déclinée, en objectif et en plan d'action. Sinon, bon, bah, là, au bout d'un moment, vos élus vont vous dire: «Bon, bah, c'est bien joli, on a un engagement, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait?» Donc après, vous risquez d'être, taxé un petit peu, de greenwashing, comme on entend beaucoup, aujourd'hui. Bon, je garde quand même des questions pour la fin pour, pouvoir avancer un petit peu et donc je vais passer à la deuxième sous-rubrique. Tac. Voilà, mais j'avais quand même prévu un sondage justement sur le premier que je vais vous laisser remplir pendant que je continue. Donc c'est un petit peu pour savoir quelle est, votre situation, la situation de chacun par rapport à la politique environnementale, au sens large. Donc évidemment, hein, ces sondages, ils sont juste vus, par mois, il y aura zéro diffusion donc allez-y, répondez franchement, quelle que soit, la maturité, de votre entreprise. Voilà. Donc la deuxième sous-rubrique, elle s'intitule «Économie circulaire». Donc là, j'en profite pour, rappeler, qu'est-ce que c'est l'économie circulaire? Donc comme vous le savez, grosso modo, depuis l'ère industrielle, on est sur une économie très majoritairement linéaire. C'est-à-dire que, on va extraire, des ressources, naturelles, les utiliser pour fabriquer des produits qui sont distribués, vendus, consommés, utilisés, qui in fine, font des déchets qui sont plus ou moins recyclables, plutôt pas tant que ça aujourd'hui. L'économie circulaire, c'est vraiment de s'opposer à ce modèle-là et comme son nom l'indique, de reboucler, la boucle. Donc pour reboucler la boucle, il faut d'abord que les produits ou les services d'ailleurs, mais je prends l'exemple de produits, soient éco-conçus, c'est-à-dire qu'on réfléchisse à leur impact sur tout le long du cycle de vie et qu'on anticipe dès la conception la fin de vie, c'est-à-dire comment ce produit pourra être,
recyclés. Et donc le long du cycle de vie, on va retrouver, l'allongement de la durée de vie, la réparation, la réutilisation du produit. Tout ça, ça fait partie, de l'économie circulaire, de cette boucle extrêmement vertueuse. Pour aller un tout petit peu plus dans le détail, l'ADEME, précise l'économie circulaire au travers de 3 domaines d'action qui se déclinent en 7 piliers. Et vous voyez que le premier domaine d'action, il est vraiment de la responsabilité des entreprises. Donc c'est l'offre des acteurs économiques où là, on va retrouver, justement l'éco-conception des produits, mais aussi l'approvisionnement durable en matière. Si j'utilise du bois, est-ce que, il est certifié par un label? Qu'est-ce qui me garantit que l'approvisionnement est responsable et ne va pas participer à la déforestation de telle ou telle région sensible, par exemple? Dans cette partie, on va retrouver aussi ce qu'on appelle l'écologie territoriale, c'est-à-dire est-ce qu'un déchet de mon entreprise ne pourrait pas être utilisé comme une ressource par une entreprise, voisine? Donc l'exemple classique, c'est, j'ai des bouts d'une station d'épuration, mais sans intrants chimiques, avec juste un traitement, biologique. Est-ce que ces bouts ne peuvent pas servir à un agriculteur, du coin, par exemple? On va retrouver aussi, là-dedans tout ce qui est économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire vraiment penser à la fonction, d'un produit et le concevoir par rapport à sa fonction. Donc ça, c'est le premier domaine d'action de l'économie circulaire. Effectivement, ensuite, il y a une partie qui est plutôt de la responsabilité des consommateurs, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils vont utiliser, les produits? Est-ce qu'ils vont les utiliser le plus longtemps possible? Est-ce qu'ils vont les faire réparer? Est-ce qu'il va y avoir un marché de seconde main, de réemploi? Toutes ces thématiques-là. Et enfin, on arrive au dernier domaine d'action qui est vraiment la gestion des déchets. Donc pourquoi je me suis permise de vous expliquer ça? C'est parce qu'on voit bien que l'économie circulaire est une démarche très globale qui inclut, mais qui dépasse largement la gestion des déchets. Or, dans nos indicateurs, de la BDESE, pour les entreprises, soumises à la DPEF, on voit que, l'intitulé a beau s'appeler économie circulaire, le champ est extrêmement réduit puisqu'on ne parle uniquement que de production de déchets et même que de quantité de déchets dangereux. Donc l'indicateur, c'est celui-ci, c'est l'évaluation de la quantité de déchets dangereux. Les déchets dangereux, ils sont signalés, dans le code de l'environnement par un petit astérix et évidemment, comme leur nom l'indique, ils présentent une ou plusieurs propriétés de danger, mais danger par rapport, à l'environnement, pas forcément toujours, par rapport, à la santé, parfois les 2. Dans l'encadré, vous avez, des exemples de déchets dangereux, donc vous allez me dire: «Bon, il y en a quand même certains qui concernent uniquement, certains secteurs, d'activité». Par exemple, les DASRI, c'est-à-dire les déchets d'activités de soins. Bon, effectivement, c'est plutôt, le domaine de la santé, pharmacie et cetera. Mais même si vous êtes dans le secteur tertiaire, vous pouvez aussi avoir des déchets dangereux. Par exemple, si vos commerciaux ont des véhicules, d'entreprise, potentiellement, s'ils sont vraiment la propriété de l'entreprise, en fin de vie, vous allez quand même vous retrouver avec des véhicules hors usage, ce qu'on appelle des VHU. Et toute entreprise qui a un parc informatique avec des imprimantes photocopieurs va, produire des déchets d'équipements électroniques et électriques, donc des D3E. Un petit rappel sur cette thématique qui est une nouveauté, réglementaire de cette année. Donc tout déchet dangereux doit être suivi depuis plusieurs années déjà par un bordereau de suivi qui est là justement pour assurer la traçabilité et vérifier que ce déchet suit bien son processus de traitement et de recyclage. Et donc depuis, le début de l'année, il y a maintenant une plateforme institutionnelle, sur internet qui s'appelle Track Déchets, qui permet de dématérialiser cette traçabilité de déchets dangereux. Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à la DPEF, on va retrouver exactement le même indicateur, donc l'évaluation de la quantité de déchets dangereux. Et il y en a 2 autres qui sont la consommation d'eau et la consommation d'énergie. Vous allez me dire: «Pourquoi diable les entreprises non soumises à la DPEF, elles ont des indicateurs en plus?» À mon sens, c'est parce que tout ce qui est, consommation d'eau et consommation d'énergie, c'est-à-dire consommation de ressources, pour les entreprises soumises à la DPEF, ça fait déjà partie, du premier indicateur puisque c'est déjà contenu dans les informations environnementales de la DPEF. Donc voilà pour, les entreprises non soumises à la DPEF. Dans le petit, schéma là de cette diapo, ça vous permet de voir que les consommations d'eau et d'énergie, c'est vraiment du côté, ressources utilisées et vous voyez que, bizarrement ou pas, on ne parle pas de consommation de matière et côté aval, donc c'est vraiment là où sont les déchets et donc l'indicateur s'arrête ici sur les déchets dangereux, il n'inclut pas les déchets, non dangereux.
Sur toutes ces thématiques, je ne l'ai pas dit au début, mais du coup je le dis, maintenant. Hem, En tant que professionnel RH, quand vous remplissez la BDESE, sur ces thématiques environnementales, vous avez, certainement quelqu'un dans l'entreprise, qui s'occupe de ça, des déchets, de l'énergie et des enjeux environnementaux. Donc pour l'industrie, ça peut être un responsable HSE ou QHSE. Pour le secteur tertiaire, vous pouvez avoir vos services généraux ou votre direction de l'environnement de travail qui suit ces sujets. En toute logique, c'est eux qui vont s'occuper notamment, de l'enlèvement, des D3E. Donc c'est eux qui risquent très fort, d'avoir ces chiffres-là dont vous allez avoir besoin dans la BDESE. Donc mon conseil, c'est évidemment, de vous diriger, vers eux. Sur, cette sous-rubrique, hem, je voulais vous mentionner une bonne pratique qui est, le Global Reporting Initiative. Donc ce GRI, c'est un référentiel d'indicateurs, mais c'est avant tout une association qui a maintenant, plus de 20 ans, qui s'est constituée avec, différentes parties prenantes. Dans quel but? Donc justement le but d'établir un référentiel d'indicateurs qui permettent de mesurer le niveau d'avancement des entreprises en matière de RSE. Donc sur tous les enjeux de la RSE, donc droits humains, lutte contre la corruption, mais aussi les enjeux environnementaux, donc dérèglement climatique, et puis tout ce qu'on vient de voir sur l'utilisation de ressources. Donc ça, c'est un référentiel international qui est intéressant de connaître parce que ça peut vous servir d'inspiration pour définir votre propre reporting à vous. Dans les diapos suivantes, je vous ai mis l'indicateur GRI pour l'eau, l'indicateur GRI pour l'énergie, où là, vous voyez qu'il recommande de séparer les consommations d'énergie par rapport au type d'énergie, électricité, chauffage, refroidissement, vapeur, etc. Et enfin, je vous ai mis l'indicateur pour les déchets, où là, vous voyez, hein, c'est un reporting très global. Donc, on ne s'arrête absolument pas à la production de déchets dangereux. Là, c'est un reporting qui va identifier, le volume de chaque type de déchets, dangereux, non dangereux et surtout qui va dire: «Bon, tel type de déchet, il est, recyclé en matière, grosso modo chez tel prestataire selon, telle efficacité. Tel déchet est seulement valorisé en énergie et malheureusement, tel déchet est aujourd'hui, éliminé, purement et simplement». Donc voilà, si vous connaissiez pas ce référentiel, n'hésitez pas à aller voir, sur internet et puis tous ces indicateurs-là sont téléchargeables gratuitement. Voilà pour ce deuxième indicateur. Donc je vais revenir sur, le sondage que j'avais fait sur l'indicateur précédent, donc la politique environnementale. Donc ce que j'ai dit sur l'ISO 14001, je m'excuse pour les 14 d'entreprises, qui sont déjà certifiées, même plus en fait, 14 plus 9. Ah oui, donc c'est pas mal du tout. Et sinon la majorité d'entre vous, donc presque la moitié, n'ont pas forcément de démarche ou de vision globale, mais des actions environnementales en place, donc notamment le tri des déchets. Donc typiquement, devoir faire ces indicateurs environnementaux, ça peut aussi être vu comme, l'opportunité, de structurer vos actions un peu éparses et un peu ponctuelles dans une, démarche, environnementale, quel que soit votre, secteur, d'activité. Merci beaucoup, hein, de répondre à ces sondages. Donc je vais clore, ce vote-là. Ah, je vois qu'il y a encore des petites réponses. Bon, je laisse tourner et j'ouvre le tout dernier, ne vous inquiétez pas, après il y en a plus, sur, la thématique du changement climatique. Donc si les réponses vous paraissent un peu bizarres, avec ce que je vais dire, ça va vous paraître moins bizarre. J'ouvre quand même le sondage. Hop, voilà. Et donc sur cette dernière thématique, qu'est-ce que vous devez faire? Donc, si vous êtes soumis à la DPEF, vous avez 2 cas de figure. Soit votre entreprise est légalement obligée de faire un bilan GES, soit, l'entreprise peut, dans certaines conditions, peut être, obligée de faire un bilan, simplifié. Donc le bilan GES, il concerne les entreprises de plus de 500 personnes et aussi, des organisations de la fonction publique, mais je pense que vous êtes plutôt du secteur privé, donc je vais plutôt, focaliser sur les entreprises. Donc doit être fait un bilan des émissions de gaz à effet de serre qui débouche sur un plan d'action qui, en l'espèce, s'appelle un plan de transition qui présente les objectifs, les moyens et les actions qui sont envisagées
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, j'insiste lourdement, mais un bilan GES n'est pas complet, si vous n'avez pas, ce plan de transition. Donc si ce n'est pas le cas, il faut vraiment aller jusque-là. Le bilan GES, il doit être revu, tous les 4 ans et là, je vais ouvrir une grande parenthèse sur qu'est-ce que c'est un bilan GES. Donc, comme son nom l'indique, c'est une évaluation du volume d'émissions de gaz à effet de serre qui est produit par les activités de l'entreprise sur une année. Donc, de façon générale, on prend l'année qui précède celle où on fait le bilan et toutes les émissions sont exprimées en équivalent de tonnes de CO2. Donc, c'est évidemment pas le seul gaz à effet de serre, il y a aussi le méthane et des gaz fluorés, mais pour avoir, une unité, pour tout le monde, c'est équivalent de tonnes de CO2. Donc ce bilan, il doit déboucher sur le plan de transition qui est donc plan d'action, hein, qui va décrire les actions qui sont mises en œuvre pour réduire, d'une part les émissions directes et d'autre part les émissions indirectes. Ce bilan GES, au jour d'aujourd'hui, il faut le faire sur, ce qu'on appelle le scope 2, scope ou périmètre. Donc, je vais expliquer qu'est-ce que c'est. Le scope 1, ce sont vraiment les émissions directes produites par les sources qui sont nécessaires aux activités de l'entreprise. Et le scope 2, on va un tout petit peu plus loin. Là, ce sont les émissions indirectes qui sont associées à la consommation d'énergie nécessaire aussi aux activités de l'entreprise. Donc, pour que ce soit plus clair, j'ai repris un graphique de l'ADEME, encore une fois, où vous voyez le scope 1 et le scope 2 qui sont vraiment au niveau de l'entreprise elle-même. Pour une entreprise industrielle, c'est vraiment au niveau, de la production et le scope 3, lui, il va vraiment regrouper, l'ensemble des activités, de l'entreprise et il va prendre en compte l'amont et l'aval. C'est-à-dire qu'on va vraiment aller regarder, les émissions de gaz à effet de serre qui sont dues à, l'achat de produits, l'achat de services, l'achat de matières. Donc, quand même dans nos économies, mondialisées, bah, ça fait, beaucoup de sens. On va aussi aller regarder les émissions de gaz à effet de serre qui sont dues aux déplacements, que ce soit les déplacements de personnes ou tout ce qui est transport de marchandises en amont et la même chose dans les activités en aval. Là aussi, on va regarder, les émissions de gaz à effet de serre qui sont dues aux activités ou aux conséquences d'activités de l'entreprise pour l'aval. Voilà, j'espère que c'est clair. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions. Je regarderai ça, dans quelques instants. Hop. Et donc pourquoi je vous ai expliqué, ces scopes-là? C'est parce que donc jusqu'à aujourd'hui, le bilan GES, il devait être fait jusqu'au scope 2, mais à côté du 1er janvier 2023, c'est-à-dire, demain, il y a un décret de cet été qui est venu dire que devront aussi être intégrées donc les émissions indirectes significatives qui découlent des opérations et activités de l'entreprise. C'est-à-dire là, on est, sur, le scope 3, c'est-à-dire, l'ensemble, vraiment, de la chaîne d'approvisionnement, la chaîne aval, toutes les activités, de l'entreprise. Dans ce texte, il y avait aussi une précision pour les entreprises qui sont, des groupes. Elles ont maintenant la possibilité d'établir et donc de publier un bilan GES au niveau, groupe, donc un bilan et un plan de transition, consolidé. Sur cette diapo, je vous ai aussi mis une info sur, la méthode de réalisation, des bilans GES, donc à savoir qu'on en est aujourd'hui, à la version 5. Mais plus intéressant pour vous, je voulais vous mentionner un document qui a été fait par l'APCC. Donc l'APCC, c'est l'association des professionnels en conseil climat, c'est-à-dire, tous les cabinets de conseil qui proposent de faire des bilans GES et d'accompagner les entreprises, dans la création, de leur plan de transition. Donc je vous ai mis aussi un lien, vers, l'annuaire de l'APCC. Et donc ces professionnels, ils ont créé un document, qui s'appelle littéralement donc «Les bonnes questions à se poser, pour faire un bilan GES». Je dirais même plus, les questions à se poser si on veut faire un bilan GES utile. Si on veut juste cocher la case, pour être conforme réglementairement, bon, bah, il y a pas besoin de se poser ces questions. Mais si on veut vraiment le faire pour que ce soit utile pour, diminuer les impacts environnementaux et en l'occurrence réduire les émissions de gaz à effet de serre, bon, bah, il faut faire attention à un certain nombre de choses. Et vous voyez dans ce document, vraiment très intéressant qu'une des premières questions, bah, la toute première, c'est d'inclure un périmètre, global. Qui disent là: «Le périmètre inclut l'ensemble des flux, des dépendances et des leviers directs et indirects». Vous voyez aussi, hein, le point 6, c'est: «Mon bilan GES sera vraiment utile s'il inclut donc un plan de transition
alignés sur les objectifs de réduction de l'entreprise. Donc voilà pour le bilan GES. Le deuxième cas de figure qui peut concerner certains d'entre vous, c'est l'obligation de faire cette fois un bilan, simplifié. Donc cette obligation concerne les entreprises entre 51 et 250 salariés et elle concerne aussi d'autres entreprises, quel que soit l'effectif. Ce sont, les entreprises qui ont bénéficié ou qui bénéficient de crédits ouverts par la loi de finances, 2021 au titre de la mission plan de relance. Et là, il faut faire attention parce que dans ce plan de relance, il y avait vraiment, hem, beaucoup, d'actions, certaines qui n'ont absolument aucun rapport avec l'environnement, mais par exemple des aides, pour l'apprentissage. Donc vérifiez bien si vous êtes dedans, parce que si vous l'êtes, donc vous êtes assujetti à l'obligation de faire un bilan simplifié. Pourquoi simplifié? Parce que celui-ci, il s'arrête aux émissions, directes. Donc, vous savez maintenant que les émissions directes, ça correspond au scope 1 et en fonction de votre situation, vous devez faire ce bilan simplifié, certains d'entre vous peut-être avant la fin de cette année et d'autres avant fin 2023. Donc ça, c'était l'indicateur sur le changement climatique pour les entreprises soumises à la DPEF. Et pour les autres, bah, finalement, on va retomber un peu, dans la même chose, c'est-à-dire, l'identification, des émissions, pour le scope 1 ou si finalement vous étiez, bah, dans les exigences que je viens, déjà de décrire, vous pouvez avoir à faire un bilan, scope 1 ou scope 2. Et là, une petite remarque générale, quelles que soient, les obligations, réglementaires, que je viens de lister, les élus, selon leurs prérogatives environnementales, peuvent tout à fait, au fil du temps, hein, quand ils vont gagner en compétences, sur ces sujets-là, challenger un peu plus l'employeur et dire: «Bon, bah, d'accord, on remplit la case, réglementairement parlant, mais nous, ça nous intéresserait, d'aller, jusqu'au scope 3, par exemple, dans le bilan GES, parce que par rapport aux activités de l'entreprise, notamment, je pense à l'industrie, je pense, au secteur de la distribution de produits, bah, ça fait beaucoup plus de sens au niveau, environnemental». Ça, c'est une possibilité. Autre remarque, très, très, globale, tous ces sujets-là, bah, vous n'êtes pas sans savoir que l'environnement maintenant est un enjeu qui intéresse pas mal de gens, notamment la génération Z, mais pas seulement et que donc tout ce que vous pouvez mettre en œuvre dans ce sens-là peut être un facteur d'attractivité, supplémentaire, pour le recrutement. Mais comme je m'adresse à une majorité de professionnels RH, je pense que je ne vous apprends rien et donc je vais clore le dernier sondage. Sur le bilan GES, donc il y a 15 d'entre vous qui en ont un avec un plan d'action, d'autres qui n'ont pas encore fait de plan d'action, 10 qui ont le projet d'en faire un. Donc beh, là, je vous recommande, chaudement, d'aller sur le site, de la PCC et quand même une bonne partie d'entre vous qui ne sont aujourd'hui pas soumis à une exigence réglementaire, donc n'ont pas fait, de bilan GES. OK. Très bien. Et ben, merci encore une fois d'avoir, répondu à tous ces sondages. Hop, donc pour ma part, j'en ai fini et je vais aller voir s'il y a des questions auxquelles je peux, répondre, directement. Je vois qu'il y a une question sur le bilan GES par rapport au bilan, carbone. Donc dans la réglementation, l'obligation, elle est vraiment sur, le bilan, GES. Bilan carbone, c'est une marque, déposée commerciale, donc on peut en entendre parler, comme ça, mais en fait, ça correspond, à une appellation, commerciale. Voilà, donc sur les questions sur le scope 3, je pense que j'ai répondu. Un bilan, GES, s'il est fait, en totalité, il intègre, tous les scopes. C'est-à-dire que là, à partir de janvier 2023, hein, comme j'ai dit, il y a un qui devront élargir, leur bilan GES qui pouvait, réglementairement parlant, s'arrêter au scope 2 jusque-là. Là, il va falloir l'élargir jusqu'au scope 3. Mais même sans exigence réglementaire, hein, quand vous vous adressez à un cabinet qui réalise les bilans GES, en fonction de votre secteur d'activité, si vous fabriquez des produits, si vous, en distribuez, notamment et puis même si vous êtes une entreprise, du secteur tertiaire, ça a quand même beaucoup plus de valeur en fait, de regarder, beaucoup plus de valeur au sens environnemental du terme, hein, je parle, vraiment à ce niveau-là, de faire un bilan GES, sur l'ensemble.
Hop. OK, ouais, donc je en profite pour remercier, mes modératrices, donc en l'occurrence Alison, et Camille qui ont déjà répondu à certaines des questions. Donc un grand merci. Mmh, 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 mmh. Ah, une question intéressante. Pour une activité de gestion administrative, donc secteur tertiaire, quels seraient les éventuels objectifs et indicateurs possiblement pertinents en dehors des classiques, réduction de la consommation de papier, tri des déchets, consommation d'énergie, maîtrise des ressources informatiques. Donc effectivement, vous avez déjà listé les actions auxquelles on pense un peu naturellement. Le secteur tertiaire, il est quand même concerné par un autre enjeu qui est les impacts environnementaux, heu, des empreintes, enfin on appelle ça l'empreinte, numérique. Donc c'est-à-dire, si vous avez, des données à héberger, sur un serveur, là, il y a forcément un impact environnemental, qui peut être, en fonction de votre secteur et de la taille de votre entreprise, peut-être limité, mais peut-être pas. Donc ça peut aussi se regarder, en questionnant, justement, les entreprises, qui gèrent vos données sur des serveurs et puis aussi en faisant, un bilan carbone. Là, vous aurez l'impact, carbone de cette empreinte numérique. Sur le secteur tertiaire, vous avez aussi, et il y a d'ailleurs des exigences, réglementaires, toute la question de la mobilité, du personnel. Comment est-ce qu'ils viennent, sur le site, de travail? En voiture solo, en transport en commun, à vélo et cetera. Là, vous avez aussi des moyens, vous, d'inciter, mais avant d'inciter, de sensibiliser, les travailleurs à qu'est-ce qu'ils peuvent faire, sur cet aspect-là. Sur l'énergie, on en parle tellement en ce moment que je vais rien vous apprendre là-dessus. Mmh. Les déchets pour un secteur tertiaire, donc il y a la consommation de papier, mais il y a plus que ça. On oublie généralement, les D3E, hein, dont j'ai parlé, donc les déchets, d'équipements électroniques. Vous avez très probablement, des distributeurs de canettes métalliques. L'aluminium, c'est un matériau qui a beaucoup de valeur, enfin, au niveau environnemental et aussi économique. Vous pouvez, mettre des bacs pour, collecter les canettes alu et les faire recycler par un prestataire, adéquat. La même chose pour, tout ce qui est, prévention de déchets cette fois-ci, si vous avez des machines à café avec des gobelets, plastiques ou carton, l'idée c'est d'inciter, les travailleurs à aller à la machine à café avec, leur petit mug, personnel, hein, parce qu'il y a rien de mieux que la prévention des déchets, c'est-à-dire ne pas, créer de déchets, donc ce qu'on appelle le zéro déchet. Voilà, ce à quoi je pense, maintenant, mais je vois qu'il y a eu pas mal de questions, donc je pense qu'on va faire un petit document, de questions-réponses. On ne savait pas trop si on allait en faire un, mais vu que je vois qu'il y a pas mal de questions, je pense qu'on en fera un qui vous sera, envoyé. Tac. Oui, je vois qu'il y a une question, d'une entreprise de 200, salariés qui bénéficient d'aide à l'embauche pour des apprentis et donc ils se demandent s'ils sont dans l'obligation de faire un bilan simplifié. En fait, il faut vraiment aller vérifier si, les aides que vous avez eues ou que vous avez pour l'embauche des apprentis, ça fait partie, des crédits ouverts dans la loi de finances 2021. Donc ça, faut vraiment que vous regardiez, est-ce que ces aides, elles viennent de ces crédits ou, d'ailleurs? Mais si elles viennent de ces crédits, effectivement, vous devez réaliser un bilan simplifié avant la fin de l'année. Donc là, j'ai envie de dire, il faut au moins le l'an avant la fin de l'année. S'il est fini au premier trimestre, vous montrerez en fait votre bonne, volonté et effectivement, ça dé la date, ça dépend, de votre taille d'entreprise et donc si je reviens à la slide en question, hop, 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 c'était là. Oui, tout à fait. Si vous êtes donc une entreprise de 220 salariés, donc vous avez encore un an, la deadline, c'est le 31 décembre, 2023. Un grand merci Camille. J'ai mon aide qui me souffle à côté. Heu
Effectivement, dans le secteur tertiaire, en termes de déchets que j'ai pas mentionnés, en plus, des déchets informatiques, vous avez tout ce qui est piles et accumulateurs qui doivent suivre une filière de déchets, bien à eux, avec l'éco-organisme Core Pile. Les ampoules aussi pareil, ça a une filière, bien à elle. Tout ce qui est cartouches d'encre, là, ça dépend aussi de vos fournisseurs. Là, il faut vous rapprocher de vos prestataires, qui soit vous vendent, soit vous louent, les imprimantes. Mais il y a maintenant des structures, qui permettent de remplir de nouveau les cartouches d'encre. Vous pouvez avoir le technicien qui vient faire la maintenance de vos imprimantes qui, s'occupe de ça, de reprendre, les vieilles cartouches d'encre. Ça dépend de vos prestataires, mais il y en a certains qui font ça, par exemple. Je vois qu'il est 12:15 et donc je vais absolument pas pouvoir répondre à toutes vos questions, mais je vous remercie énormément pour, votre réactivité et votre, présence et on fera un document de questions-réponses où on va répondre, à la majorité, de vos questions. Donc je vous remercie encore, énormément et je vous souhaite une excellente journée et excellente semaine. Merci beaucoup.